Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission. Vous regardez Espace TV sur les bouquets Canal+, Canal 243. Vous êtes également sur Star Time, entre autres. Vous nous regardez au Sénégal sur la TNT. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Plusieurs mots s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande fortement, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13. Avec plaisir. Dans un instant, nous allons relayer vos messages, évidemment, dans cette émission. Les GG, les talk shows qui parlent de vous tous les matins, évidemment. Dans cette émission, nous vous donnons la possibilité de réagir, évidemment, sur nos sujets. Nous allons essayer de partir avec vos propos, évidemment, que vous avez bien voulu laisser là, soit sur le 657 39 13, avec, évidemment, la complicité de Mohamed Diaby, qui réalise cette émission côté radio. Grand merci à Mafata Sano, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, Poutine, à Malisila, du côté de la régie. Vous êtes très nombreux, évidemment, à nous écrire ce matin. Nous allons sans plus tarder partir avec vos propos, évidemment, que vous avez bien voulu laisser là, sur le 657 39 13. Le temps que ça se redémarre de l'autre côté, on va y aller sur Twitter, pendant que nous sommes, justement, avec Malisila, Poutine, avec ce premier tweet qui nous parvient de Excellence Timbo le Guinéen. Bonjour les GG, par rapport à l'arrêt des travaux routiers, donc de Koya jusqu'à Dabola, par le ministère de TP, le gouvernement devrait faire donc son possible afin que ces travaux puissent redémarrer avant la fin de la saison, avant la saison pluvieuse, voilà, il veut dire. Sinon, nous avons nous également aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Les travaux entamés donc à quelques mois des grandes pluies, je ne sais pas si ça peut donner quelque chose. Je me demande où était le ministère pendant tout ce temps. Chaque année, c'est la même chose qu'on nous balance. Hashtag Espace GG. Diallo, Mamadou Diao Guinée qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. L'affaire du chantier d'autoroute entre Koya et Dabola est tout sauf du sérieux. C'est du populisme, quelles qu'en soient les sommes que nous allons débourser donc pour investir. Si la corruption est le maître du terrain, il n'y aura pas une suite favorable. J'essaie de reformuler. Voilà. Allez, on y va avec ce autre aussi qui nous écrit Sekouchek Diakité sur Twitter. Lancer les grands chantiers infrastructurels donc est une chose, l'accélération de ces travaux en est une autre. En vérité, le retard dans la réalisation de ces routes coûte très cher au gouvernement, donc à la population, autant que leur état dégradé à la base. Je comprends pas. Madame la ministre doit se bouger. Hashtag Espace GG. On reste avec Almami Diop également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Quel courage avez-vous osé... Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Quel courage avez-vous? Depuis 10 ans, on ne fait que gaspiller nos ressources financières et minières pour des résultats non satisfaisants. Ce régime est un régime stationnaire, sans vision ni compétence en matière de développement. Regardons autrement cette façon de gouverner. Hashtag Espace GG. On reste avec Tidiane Guinée également qui nous écrit sur Twitter. Qu'est-ce qu'il dit également, lui, Tidiane? Bonjour les GG. Lamine, ce n'est pas les Chinois qui n'ont pas de respect pour les Guinéens, c'est nos frères, nos pères guinéens, même. C'est pourquoi les Chinois ont préféré une fête au lieu de faire donc la route, d'où nos compatriotes ont perdu donc la vie sur le trou. Non, dans le trou. Et c'est pas vrai ça, Tidiane, voilà, c'est pas vrai. Allez, on y va avec Youssef Kaba également sur Twitter qui nous écrit. On entend toujours que les routes soient impraticables. On attend toujours, voilà, que les routes soient impraticables pour intervenir. Il n'est donc pas commode de parler d'entretien, c'est de la reconstruction. Et c'est le cas évidemment Koya Dabola. On
on nous avait promis donc une autoroute, mais en réalité, il n'en est rien du tout. Eh ben, c'est de la supercherie. #espace GG. Youssef Kaba du côté de PEDN qui nous envoie ce message. Alain Disso également qui nous écrit sur Twitter. Annoncé pour 18 mois, le bitumage de la voirie urbaine de l'Abbé traîne toujours. Après 2 ans de travail, seulement 6 km ont été posés à ces jours. Les travaux sont à l'arrêt pour des raisons incomprises. #Kibarou. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Ibrahim Assouri Kouyaté. Bonjour les GG. Lorsque les entreprises guinéennes ou étrangères bénéficient des marchés de gré à gré, sans avoir donc les capacités requises pour mener à bien les travaux, les résultats escomptés ne seront jamais atteints. #espace GG. Ils sont très 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 nombreux évidemment à nous écrire ce matin. Sinon, on a ce autre message également qui nous envoie donc qui exactement. Voilà, je vais essayer de me rebrancher par là sur le #espace GG. Merci à Famoussa Makadiabi qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. La direction de l'entretien routier donc a proposé un plan de plus de 500 milliards et le fonds d'entretien routier a un budget disponible d'environ 80 milliards et la ministre s'engage à trouver donc le reste avec le gouvernement. Nous voulons de bonnes routes et cela va avec l'argent. Par ailleurs, les travaux donc Koya Dabola ne sont pas à l'arrêt. Lamine, ton visage a changé. Ben oui, merci beaucoup à Famoussa Makadiabi qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage toujours avec cet autre aussi. Malik Sankon, viens, qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG. L'axe Amdalaï Anko 5 a résisté à toutes les attaques physiques de la route. La route Bellevue Amdalaï a aussi résisté. C'est pour te dire que les Russes et les Brésiliens ont fait les meilleures routes à Conakry. Non, Lamine, le code des marchés accorde donc un droit préférentiel lorsqu'il y a l'égalité, lorsqu'il y a égalité donc dans l'offre. Soyons honnêtes, nos entreprises ne sont pas professionnelles malgré toute la bonne volonté du président pour les booster. Malik Sankon évidemment qui nous envoie ce message évidemment. Allez, j'espère que tu n'auras pas de problème Malik Sankon. Mais oui, non mais attendez. Il a absolument raison. Nos entreprises ne sont pas professionnelles. Effectivement, dans le code des marchés, il y a un droit réservé aux entreprises locales, Et effectivement, nos entreprises ne sont pas professionnelles. Et il a raison. Et j'ai dit, non mais attends. Non, Paris ne sait pas faire un seul jour. On est d'accord, mais il y a une chose ailleurs pour qu'elles soient compétentes, pour qu'elles soient expertes. Stop. Voilà, ils vont jamais s'entendre. Voilà. Allez, on va continuer. C'est le temps des auditeurs, mon cher Ahmed. Voilà, si tu ne vas pas demain avoir des pierres sur toi, donc voilà, calme-toi. C'est aussi simple que ça. Allez, on y va avec toujours des auditeurs sur le 657 39 13 7. On se calme les gars. Voilà, on se calme s'il vous plaît. Allez, on y va toujours. C'est avec les auditeurs, ils sont très nombreux évidemment à nous écrire sur le 657 39 13 13. Cette fois-ci avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour à toute l'équipe des GG. Ce que je dirais ne concerne pas les sujets, mais c'est un problème très grave qui concerne les pauvres citoyens. C'est l'augmentation des loyers. Nous sommes en face de l'usine Topaz de coucherie dans Manéa. Le propriétaire de boutique augmente le loyer de 600 000 francs. Voilà. Écoutez, c'est des vrais gens voilà, qui s'expriment dans cette émission. On y va avec cet autre aussi. Je pense que le département de TP reste le grand défi de tous les régimes. Il nous faut un ministre compétent. Dulde Fogo, depuis Solo Premier, qui nous envoie ce message. DTS aussi qui nous écrit. Honnêtement, Moussa Moïse, tu es un 10. Tu es en forme ce matin, là aussi. Je vous regarde, voilà, signé DTS qui nous envoie ce message. Ma radio, l'écoute est très favorable du côté de Diolou. Je vous pratique depuis l'Abbé. C'est Maud Mistong depuis l'Abbé Lamine. Merci beaucoup, merci à vous tous. Allez, on va continuer le débat. C'est Jacques qui a la parole, mon cher Ahmed. Calme-toi, tu es très excité ce matin, Ahmed. Calme-toi, s'il te plaît. Allez. Bien, allez-y Jacques. Nous étions en train de parler de ces huissiers de justice. Oui. Et puis bien entendu de ces agents qui partent souvent sur le terrain pour exécuter les décisions de justice. Vous savez, au temps de Secouresco, les huissiers... Oh, ne réveille pas les morts, s'il te plaît, Jacques. Il faut quand même revenir. Jacques, ne réveille pas les morts, s'il te plaît. On va réveiller, mais bien. Un tout petit peu. Bien. Vous savez, à l'époque, les huissiers s'étaient plaints
Le faussage. Ils étaient allés jusqu'à porter plainte contre le gouverneur. Et pour la première fois, on a vu un gouverneur se présenter au tribunal justement pour répondre de cette convocation. Et il avait été jugé, condamné, contraint à respecter, n'est-ce pas, la volonté, n'est-ce pas, de la justice. Parce que lorsque la justice rendait certaines décisions et les huissiers partaient pour exécuter ces décisions, le gouvernorat s'opposait. Je pense que si vous avez bénéficié d'un tel apport de la part de la justice, mais également de la part de la presse qui vous soutient, comme ce fut le cas la dernière fois de celui qui s'est fait frapper du côté de Kindia. Il faut qu'à un moment donné que vous montriez exemplaire. Et aujourd'hui, il faut que le président des huissiers, je crois, l'ordre des huissiers de Guinée puisse vraiment regarder en son sein les personnes qui évoluent dans ce domaine. C'est une profession libérale, mais encore une fois, il faut que ce soit bien organisé pour que les gens qui agissent sur le terrain ne soient pas seulement guidés par l'argent. Justement, comment comprendre ces dérapages? Ces dérapages, on peut peut-être les expliquer diversement, mais moi je prendrai deux éléments. Soit il y a la méconnaissance, n'est-ce pas, du plan cadastral de notre pays. Je ne suis pas en train de défendre, mais on peut dire que par exemple... Jacques, c'est tout comme assume. Non, je vais aller déposer le document. Je vais aller jusqu'au bout. On peut dire par exemple l'O 15, l'O 16, l'O 17... Et ce n'est pas écrit sur les domaines. Mais on donc, connaît. Parfois, il faut bien maîtriser, n'est-ce pas? Il faut bien maîtriser, n'est-ce pas, le plan pour pouvoir... Chacun s'est retourné à la maison. L'autre raison, et c'est peut-être ce sur quoi tout le monde est allé, c'est peut-être aussi par simple volonté de régler des comptes, de régler des comptes à certaines personnes. Nous sommes quand même dans une situation où on est en train de tout casser. Donc, un autre problème peut venir se greffer à cette volonté du gouvernement de vouloir casser, récupérer les domaines qui appartiennent à l'État. Et justement, il y a des gens qui sont souvent indexés et puis, il y a ces actions qui sont délibérément orchestrées sur le terrain. C'est arrivé à Koléa et je crois que c'est en train d'arriver aussi dans beaucoup d'autres domaines. On n'a pas la preuve, mais des gens disent, nous, notre domaine n'était pas concerné, mais quand même, on a eu des agents qui sont venus sur le terrain avec des bulldozers pour casser. La dernière fois, on parlait des Wonkifon. On a dit, il y a 10 hectares que l'État veut récupérer. Mais ceux qui sont allés sur le terrain ont pris plus de 10 hectares, ce qui a fait qu'il y a certains qui se sont retrouvés dans les domaines à récupérer alors qu'ils n'étaient pas indexés concernés. Ouais, mais il y a toujours, dans toute corporation, il y a toujours des brebis galeuses, malheureusement. Et l'histoire de M. Doumbouya que Moussa Moïse nous raconte est sidérante. Moi, je ne comprends pas comment on peut instrumentaliser la justice à ce point-là ou alors se tromper à ce point-là. Ça veut dire que le cabinet, comme Ahmed le disait, le cabinet doit être sanctionné sévèrement et l'huissier doit aussi, à mon avis, sortir de cette corporation. Et puis il faut punir sévèrement, mais ça, je pense que il y a la police des polices qui devrait le faire sévèrement. S'il y en a. Non, je crois qu'il y en a une. Mais s'il y en a une, en tous les cas, il faut que la police des polices. Non, mais si, il y en a une. Je crois qu'il y en a une. Et j'espère. Allez, Moussa, on t'a pas branché, s'il te plaît. Non, mais j'espère qu'après cette émission, la police des polices va se saisir de l'enquête et punir sévèrement les gens. Je pense que ce commandant va être rappelé à l'ordre. Il faut qu'il soit rappelé. Il faut qu'il soit rappelé. Bafoué alors au téléphone. Non, je ne l'ai pas appelé. Mais je sais que quand un policier est cité, surtout que quand même il s'agit tout de même d'un responsable. Non, mais c'est très bizarre. Mais il faut reconnaître à Bafoué qu'il et il y a l'inspection de la police qui il faut reconnaître à Bafoué que lorsqu'il y a effectivement des affaires de ce genre-là, il s'en saisit et en général les gens sont punis. Mais je voudrais. Sauf qu'il n'y a jamais de punition. Hein. Si. Quand on voit un petit peu les agressions des policiers, depuis que la tête Bafoué à la tête de la police, mon cher ami. Non, écoute, il faut. Attends, moi je suis pas tendre avec la police souvent, mais là je dois reconnaître qu'il y a quand même des sanctions qui ont été prises récemment, il faut le dire, d'accord, qui ont été prises, et c'est l'une des premières fois. Bon, cela étant, mon cher, je voudrais pousser un coup de gueule, puisqu'on parle des vrais gens. Il y a un truc qui touche les vrais gens en ce moment. Les usagers de la route, nous qui faisons de la moto le soir ou qui conduisons le soir, il y a des camions
qui sont arrêtés en plein milieu de l'autoroute Fidel Castro, sans aucune signalisation. Il y a eu des centaines de morts l'année dernière et ça devient insupportable. On ne peut pas diriger la police avec la complaisance. On est d'accord. On est absolument d'accord. Voilà. Et je voudrais juste pousser un coup de gueule. Arrête de rire, l'ami de sérieux. Non mais c'est pas moi, c'est Moussa en fait. Voilà, parce que c'est un sujet grave. Mais c'est très grave. Il y a des gens qui sont morts. Mais oui. Hein, on se retrouve avec des cadavres sans tête parce que les mecs arrivent, les camions sont là, ils s'encastrent dans les camions et ça devient insupportable. Et puis le deuxième fait, je voudrais rappeler à nos concitoyens que la rue, c'est pas une poubelle. Il faut que l'État, ou plutôt nos législateurs, donc les députés, fassent enfin leur travail. Je voudrais qu'on légifère sur les plastiques qui deviennent insupportables. Bien. Je finis. Il faut... Il va placer non, tout, je finis. Mais c'est important. Vas-y. Il faut qu'on en finisse. Bien. Laisse-moi finir, Moussa Moïse. Je sais que ça te concerne pas, ce genre de choses. Mais moi, ça me concerne. D'accord? Moi, ça me concerne. Allez-y, Ahmed. Non, mais je voudrais lui rappeler qu'il va laisser une planète dégueulasse et un pays dégueulasse à ses enfants, donc ça me concerne. Bien. Et Daouda pareil. Bien. Ok, bon, c'est pas le sujet mais j'en parle. Alors laissez-moi finir, merci. Donc je voudrais juste rappeler que je voudrais que les députés légifèrent et qu'on en finisse avec ces plastiques parce que ça devient insupportable. Bien. Voilà, merci beaucoup de m'avoir laissé parler. Merci beaucoup Ahmed Kourouma. Voilà, allez-y mon cher Moussa. On parle de cette affaire de cocaïne évidemment. Il y a du nouveau mon cher MMS. Oui, de nouveau donc dans le dossier. Vous et Daouda, vous avez suivi évidemment. Daouda, voilà. Allez-y. De l'arrestation des membres de la famille de l'un des prévenus qui est en prison, en l'occurrence monsieur Mamadi Kaba, dont le petit frère est aussi arrêté, celui qui a été pris du côté du Mali. Nous reviendrons sur un peu sa version des faits parce qu'il a été auditionné tout cela. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quel a été son rôle dans cette histoire? Est-ce qu'il est directement mêlé? Je ne suis pas à la justice, mais je vais m'appuyer sur les déclarations qu'il a bien eu à faire. Maintenant, ce que j'ai comme nouvel élément d'information, c'est le cas du jeune Kamisoko. Kamisoko, c'est le jeune par qui tout cela est arrivé, la mèche sera vendue. C'est lui qui était du côté de Sangaredi, il jouait un peu au football, ça n'a pas marché, donc il est arrivé à Conakry, notamment à Nongor. Donc vous connaissez un peu dans les quartiers, il y a toujours un jeune bien gentil qui est disposé à vous aider. Le bon petit, comme on dit. Prendre votre sac, à vous aider. Donc comme ça, il sera repéré et par notamment Issa Kaba, qui est celui qui a été arrêté du côté du Mali, qui va lui proposer de donner un coup de main un peu à son frère dans la cour et pour aider à nettoyer tout ça quand le bateau, parce que le bateau en question revient de la mer, il faut nettoyer le bateau et tout ça. Donc on lui donnera une chambrette à côté du bâtiment principal dans la cour. Donc Kamisoko va y rester, il va travailler là, et à chaque fois que le bateau revient, il lave, il va voir les expatriés, les deux expatriés en l'occurrence, et puis un jour, peut-être la galère faisant son effet, il va voler donc le sac de devises de ces expatriés, il va s'enfuir avec, il va prendre le jeune Kamisoko, il va prendre à l'intérieur un montant avoisinant 1000 euros, et le reste, il va confier à l'un de ses amis. Vous savez bien, le plus vieux métier du monde, quand on a un peu d'argent, on se confie à ce métier. Il viendra du côté donc de Fulamadina, et là-bas, il y a souvent de très bonnes chairs à vendre. Donc, des prostituées, hein? Oui, exactement. Donc, il va en trouver une en embonpoint avec laquelle... oui, bien sûr. Les professionnels du sexe. Les professionnels du sexe. C'est un peu de respect pour les femmes, pas de la bonne chair. Ça veut dire quoi? C'est pas du bétail. Il va finir. Allez-y, Moussa. Vous savez, moi, il y a un problème. Il faut qu'il arrête. Allez-y. Il faut qu'il arrête parce que c'est pas de la bonne chair. Allez-y, Moussa. Voilà. Donc Kamisoko a fait appel au service des prostituées. Voilà. Au professionnel de sexe. Merci. Voilà, allez-y. Donc, oui. Il a donc fait appel au service des professionnels du sexe. Voilà. C'est cela, Madame Hiro. Passera donc la nuit avec l'une d'entre elles. Oui. C'est des péripatéticiennes. D'accord. Bien. Donc elle va remarquer que le jeune en avait plus qu'il ne fallait dans ses poches. Lorsqu'elle va remarquer, vous savez, la plupart d'entre elles sont des indiques. Elles travaillent souvent avec nos services. Donc elle va appeler l'un de ses... Bien sûr, monsieur. Oui, bien sûr. C'est vrai. Elle va appeler... Il y a des indiques partout, hein. Même ici à Espace. Elle aurait donc passé un coup de fil à l'un de ses petits qui se trouve être membre d'un gang, les petits qui font les larcins dans la zone. Et donc, le groupe va venir derrière le jeune Kamisoko. Il va être pris en chasse, en fuite. Et dans la fuite, il sera rattrapé. Ils vont le palper. Tout ce qu'il avait en poche va être pris. Mais
l'un d'entre les jeunes en question avait un grand à la BAC 10. Donc, c'est ce dernier qui va appeler son grand. Il dit, ah, grand, on a palpé un petit ici, là. Lui, il a des choses en poche. Il doit pas être quelqu'un de simple. Donc, la BAC intervient, on ramasse le petit. Il sera déposé donc au niveau de la BAC. Donc, de profil de suspect, donc de voleur, parce qu'on le suspectait, oui, tu as pris cet argent, il fallait justifier. Donc, le petit va se transformer en informateur. Il va leur dire, ah, mais ça, j'ai pris ça dans une cour. Mais je peux vous certifier que dans cette cour, il y a de la drogue, il y a de la cocaïne. Donc, le plan sera donc monté avec la BAC 10 et le petit protégé. Donc, Kamisoko Kamisoko bien protégé, et la descente sera faite dans la cour. Et quand ils vont arriver dans la cour, la première personne qu'ils appelleront, c'est bien la bonne qui va appeler Issa Kaba pour lui dire, mais il y a des gens qui sont venus dans la cour de ton frère. Issa Kaba va venir. Le petit avait déjà donné la situation du bâtiment principal. Il a indiqué que c'est dans le magasin de la cuisine que les sacs sont entreposés. Donc, sur place, quand les gens en cagoulé vont arriver, ils vont demander à casser l'endroit. Les expatriés vont demander à la BAC 10 d'attendre l'arrivée du propriétaire des lieux. Les grandes gueules. Et la BAC 10 dira qu'en attendant son arrivée, eux, ils veulent agir. Et c'est ainsi que Issa Kaba aurait joué donc à l'interprète entre les expatriés et la BAC 10. Ça, c'est un peu, lui, sa version des faits. Et donc, finalement, le magasin sera cassé. Ils vont trouver à l'intérieur des sacs de cocaïne dont j'avais notamment récemment parlé dans cette émission. Et ils affirment que dans ce magasin de la cuisine, il y avait 21 sacs de cocaïne. 21 sacs de cocaïne. Et qu'une fois embarqué, il y a dans la voiture de l'un des commandants de la BAC 10, 5 sacs qui vont être soustraits, 5 sacs. Et on fera signer à l'expatrié qu'ils vont emporter avec eux, parce qu'ils vous laisseront l'un sur place, ils vont partir avec un autre. Ils vont faire signer à l'autre expatrié la décharge comme quoi nous avons retrouvé sur le lieu 16 sacs. Et l'expatrié, donc cherchant sa tête, va signer pour ces 16 sacs. Issa Kaba revient donc sur le lieu parce qu'il était libre de tous ses mouvements. Il revient sur le lieu pour chercher l'expatrié. Les négociations avaient été entamées autour des fameux $100 000 dont je vous ai parlé, et donc il viendra leur dire que c'est bon, on pourra vous donner cet argent et vous allez nous restituer la marchandise. Mais il a remarqué qu'il y avait 16 sacs entreposés quelque part et 5 sacs qui étaient cachés de l'autre côté. En anglais, il va demander à l'expatrié, mais qu'est-ce qui se passe-t-il, pourquoi il y a 16 sacs là? L'expatrié leur aurait dit let's go. Donc c'est comme ça qu'ils vont rapidement quitter le lieu, et depuis ce jour on va donc, tout sera fait pour que ces expatriés puissent quitter le pays. Ce que je trouve assez dommage et revoltant. Avec la complicité évidemment des agents. C'est clair, c'est clair. Donc il va retourner parce qu'ils disent qu'on te met à disposition l'expatrié. Je ne comprends pas. Vous trouvez dans une cour de la cocaïne, dans des sacs. Vous trouvez sur place 2 expatriés, vous prenez l'un d'entre eux et vous dites que vous remettez, on vous remettez à la disposition d'un civil l'expatrié en question. Donc, tout sera fait pour que ces messieurs-là puissent quitter le pays en bonne et due forme. Ils vont donc s'en aller. Donc, la suite de cette histoire, c'est que Kamisoko, tout aurait été fait pour qu'il puisse lui également quitter. En tout cas, qu'on a créé pour l'instant, parce que il aurait pu. Je comprends très bien. C'est un petit peu des bombes. Voilà, parce que lui peut expliquer comment on l'a approché, comment il est passé de profil de victime, de voleur à informateur. Donc c'est comme si c'est lui qui avait vendu la mèche. Donc du coup, Kamisoko, pour l'attraper, ça a été tout simple. Ils sont passés également par le plus vieux métier du monde. Ils ont contacté une belle demoiselle sur Facebook qui va chercher le profil de Kamisoko, qui va le draguer. Et bien, le rendez-vous sera fait et il viendra à ce rendez-vous. Vous savez, la femme est capable de tout. Donc, il sera attiré. Et à ce rendez-vous, on va le choper. Il est à la maison centrale. Voilà. Allez, la suite, complément d'enquête avec vous, Daouda Mohamed Kamara. Oui, et le complément d'enquête, c'est qu'à ces niveaux, c'est la désolation. C'est qu'aujourd'hui, nos services de sécurité ne semblent plus être des services de sécurité, mais se mettent dans la posture désormais de brigands. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que vous soyez à la recherche d'un citoyen. En l'occurrence, une dame qui a sous ses pieds des enfants à côté, une vieille qui se trouve être la maman de Mamadi Kaba. Une des mamans de Mamadi Kaba, qui est aujourd'hui, on en parlait la dernière fois, son cas, qui ne semble pas être vraiment mêlé à cette affaire de cocaïne. Et il a juste eu la malchance d'être le propriétaire de la maison, c'est-à-dire celui qui gère la maison, je vais dire, le gérant de la maison. Et
aujourd'hui, ce sont des agents. Par endroit, on dit que c'est des agents de l'OCAD qui sont arrivés. Mais comment le savoir lorsqu'ils sont encagoulés? Ils arrivent à 4 h du matin. Ils escaladent les murs. Ils commencent par arrêter, ou même pas arrêter, par enlever le gardien qui est là. Et entre-temps, ils reviennent pour enlever également la femme de Mamadi Kaba. Le gardien, nous apprendons, a été conduit du côté de du PM3. Et la dame, on nous apprend qu'elle a été conduite à l'OCAD. À l'OCAD, et derrière la dame, la vieille qui est à la maison, marche difficilement. On lui laisse les 2 enfants et elle est là seule dans la cour. Pendant ce temps, Mamadi Kaba est en prison. On s'est posé la question parce qu'on a eu à échanger un peu avec quelques avocats, quelques conseils de Mamadi Kaba. C'est qu'aujourd'hui, ils ne savent même pas pourquoi le gardien et la dame ont été enlevés et pourquoi c'est à 4 h du matin qu'on escalade un agent bien reconnu qui peut escalader la cour d'un citoyen pour aller enlever des citoyens alors qu'ils ne sont pas en fuite, ils ne sont pas en cachette, ils sont dans une maison qui est habitée. Mais c'est présumés trafiquants quand même. Est-ce qu'ils sont présumés trafiquants? Non. Ils ne sont pas présumés trafiquants. Parce que quand Moussa dit qu'il y avait 21 sacs quand même là-bas. Il y avait 21 sacs, on en parle. Voilà. Les sacs ont été transportés. Je le disais la dernière fois. Le périple, film. Ok. Je comprends mieux. Mamadi Kaba n'habite pas la cour où les sacs ont été découverts. Bien. Lui, c'est son domicile privé, au fait. C'est là où il y a eu la descente. Bien. Allez-y. Alors, c'est à son domicile qu'il y a eu la descente. Donc, les 21 sacs, on sait la trajectoire que cela a pris jusqu'au ministère jusque dans la cour du ministère de la Sécurité. On en parlait la dernière fois. Où il y a eu des tractations autour de 15 000 $ ou de 100 000 $ pour permettre en tout cas de libérer la marchandise. Cela s'est passé là. Mais qu'on ait Mamadi Kaba, parce que son frère Issa Kaba qui a été arrêté du côté de Bamako, et les 2 sont aujourd'hui détenus, et qu'on vienne derrière, pas la journée, pas le soir, pas au vu aussi des gens, on escalade le mur à 4 h du matin pour enlever une dame, je le dis encore, qui a des petits-enfants, qui a une vieille à sa charge de laquelle elle s'occupe, et qu'on enlève également le gardien. Ça veut dire, d'un côté, on met leur vie en danger, mais aussi la vie des 2 enfants et de la vieille qui difficilement se déplace dans cette cour. Voilà la question qu'on se pose. Est-ce que nos services sont-ils dans la dynamique de sécuriser ou de brigander les citoyens? Bien. Daouda Mohamed Kamara, complément d'enquête? Juste un petit complément pour dire que nous faisons pleinement confiance sur ce dossier-là à la justice. Remettre chaque matin ou chaque semaine au goût du jour cette enquête, ça permet aux citoyens de comprendre que l'affaire est encore en cours, et également aux décideurs, au pouvoir public, que le peuple a envie de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Le peuple a le droit de savoir. Exactement. Donc le ministre, encore une fois, le focus est sur le ministère de la Justice, c'est sur la justice guinéenne. Il faut nous laver de cet affront-là, c'est très important. Et j'ajoute que les services locaux notamment, qui est quand même l'unité spécialisée dans la lutte contre la drogue, ils ont des cadres compétents qui peuvent bien entendu mener à bien cette enquête si ils ont les mains libres. Bien. Le cas de Mamadi Kaba qui a été arrêté, le cas de Issa Kaba qui a été arrêté au Mali, je le signale pourquoi. Au lendemain de la mort du jeune, la mort dans des conditions encore dans des conditions floues, le jeune du côté de Kaloum, Alamassouma. Parce que la famille se pose encore des questions sur les raisons de sa mort. Alors, lui, il est mort, d'accord. Mais Issa Kaba qui a été pris au Mali, c'est connu. Il a un diabète aigu. Qu'on le prenne depuis, je ne sais pas quel jour, qu'il soit à la maison centrale, depuis avant-hier en tout cas, à moins qu'hier on lui ait donné son produit, on lui avait arraché, comment on appelle cet appareil avec lequel on se pique. Voilà, il se pique avec là. On lui a arraché ça. Donc, avec, je sais pas, pour ceux qui sont diabétiques, ils savent qu'au bout d'un certain moment, vous ne pouvez plus tenir, vous pouvez perdre la vie. Pour ne pas qu'on dise plus tard, ils ont fait exprès pour le faire taire. Je trouve qu'il faut mettre quand même, il y a quand même une infirmerie à l'intérieur de la maison centrale, mettez quand même cet appareil à sa disposition pour qu'il soit suivi. Parce que c'est un témoin clé. C'est un témoin clé dans ce dossier-là. Si quoi que ce soit lui arrive, je pense que ça ferait pas honneur à la justice guinéenne. Bien. Vous êtes chez les GG.
Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Encore une demi-heure à passer ensemble sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Et ce témoignage pathétique de notre partenaire de Sola Media qui dit qu'il a été sauvé hier par les agents de CMIS 22. Voilà, donc c'est bien ça. C'est moi qui fais. Il s'agit des éléments donc, du lieutenant-colonel Bangali Silla de la CMIS 22 de la cimenterie qui était au niveau de PA, de la T8 à travers l'adjudant chef Baldé Idrissa. Et ils l'ont en fait envoyé à la maison à 2h du matin. Je n'ai pas trop compris. Allez, Ahmed, on a écouté. Non, allez-y. Ahmed, on a écouté oui, on a écouté de cette enquête de Moussa Moïsi là, voilà, c'est bien ça. On a écouté l'enquête. Quand on parle de la police, alors là, voilà, c'est comme si on mettait de l'acide sur lui. Allez-y. Oui. Non, moi je veux dire que ça saute aux yeux qu'il y a eu assez de choses qui se sont passées durant l'interpellation de ces expatriés ou encore de la saisie de la drogue. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute que les agents de sécurité qui sont intervenus sont tombés dans une malversation. Ouais. Alors que l'État ne cherche à protéger personne dans cette affaire. Ouais. Moussa parlait de la justice. Ouais. D'accord, c'est vrai qu'on a les yeux rivés sur la justice, mais moi je peux vous dire que le président de la République doit être celui qui doit se lever parce qu'il est le seul aussi qui est capable d'influencer même la décision de la justice, vu peut-être ses relations avec certaines personnes parmi ces gens-là qui pourraient être trempés dans cette histoire. Alors que le président de la République donne le véritable quitus à la justice de faire son travail. Et qu'il ne cesse de rappeler également à ses agents, quiconque au niveau de la justice, officiellement voilà. Quiconque au niveau de la justice, quiconque dans l'administration va se mêler de cette affaire dans le but de protéger qui que ce soit, tu iras en prison et tu auras les mêmes peines que ceux qui seront reconnus coupables des faits dont nous parlons aujourd'hui. Donc il ne faut vraiment pas lésiner sur les sanctions à ce niveau-là. Maintenant, concernant les arrestations, bon, c'est vrai, je suis d'accord. Quand c'est le domicile, il peut y avoir certaines rigueurs quand même qu'il faut respecter. Mais quand on a affaire à des narcotrafiquants, ce sont des nébuleuses, ce sont des cartels. Mon frère, quand on descend encagoulé et on descend avec l'armada. Parce que ce sont des gens, ce sont des dangereuses personnes. On a vu dans certains... Moi, sur ce plan, je vous assure que si je suis ministre de la Sécurité, sans retenue, si je suis ministre de la Sécurité et que je dois intervenir pour arrêter des narcotrafiquants, je peux descendre à 1h, à 2h et à 3h du matin et je peux vous dire avec un camp. Parce que mes agents, je ne vais pas les mettre en danger. Vous avez affaire à des cartels. Attention. À des ennemis. Des ennemis d'État. Oui, ils sont prêts à abattre. Donc, c'est pour vous dire qu'à ce niveau, puisque vous parlez du domicile privé et que ce sont donc c'est une bonne dame qui était à la maison, qui, à mon avis, n'a rien à voir avec, qui peut être convoqué à titre de témoin, puisque son mari est accusé. Là, je pense qu'à ce niveau, un peu d'orthodoxie. Mais quand c'est pour descendre au domicile des narcos, mon frère, c'est vrai, il y a de l'orthodoxie parce qu'on n'ira pas directement les buter, mais quand on descend, c'est avec un camp. C'est avec un camp. C'est aussi simple que ça. Allez-y, Madame Yoro. Ahmed parlait évidemment de rigueur, c'est très important. J'ai l'impression aujourd'hui que toute cette cacophonie-là est créée par le président finalement à la fin du compte. Il y a un ministre de la Sécurité, mais il y a un sous-ministre. Il parle avec tout le monde. À la fin, on se dit, mais ce qui se passe, peut-être c'est voulu d'en haut. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé. C'est là que je parlais tout à l'heure officiellement. Voilà. Cette sortie de Bafoué et de Fabou, chacun cherchait à tirer la couverture de son côté. Mais je pense qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Le fait qu'on sache aujourd'hui qu'il y a une enquête qui est en cours, je pense que c'est très important. Il ne faudrait pas qu'on aille jusqu'à un certain niveau et qu'on recule et qu'on ne sache pas, qu'on ne connaisse pas le bout de cette histoire. Le bout de cette histoire. Il faudrait qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Il y a trop de zones d'ombre, Lamine. Par exemple, Ahmed l'a dit, dans une maison où il y a des soupçons par rapport au trafic de drogue, on peut descendre à n'importe quelle heure. Bien entendu, il y a, comme on dit, il y a le droit humanitaire international. Vous ne pouvez pas violer les droits des personnes. Est-ce qu'il y a eu des soupçons, de forts soupçons qui ont pesé, par exemple, sur une éventuelle complicité de cette dame
je me pose des questions. Sinon, s'il n'y a pas d'éléments de preuve tangibles, on ne peut pas, par exemple, même quand on débarque dans une maison, quand il y a des enfants, il faut se faire attention, il faut savoir comment s'y prendre quand il y a de vieilles personnes. Mais en amont, y a-t-il eu de forts soupçons de complicité de la dame? C'est la question est légitime, il faut se la poser pour savoir pourquoi ils ont débarqué à une certaine heure de ce côté. Mais l'autre chose, par rapport au jeune qui est décédé à Kaloum, le jeune Ala Massouma, il y a trop de zones d'ombre, Lamine. Il a fallu qu'on parle ici de cette situation le matin dans les grandes gueules pour que le soir, le procureur fasse une communication pour dire que le jeune est décédé d'une maladie pulmonaire suite à une histoire de surdosage. Alors que par la suite, la famille a fait une sortie pour dire que non seulement le jeune n'était pas malade et qu'il y a eu trop de violence lors de son arrestation. On parlerait d'une fracture de la jambe, de beaucoup d'agressions au niveau, il aurait perdu des dents. Que s'est-il passé? L'a-t-on fait taire? Parce que moi, je me pose des questions. Parce que c'est une histoire de trafic de drogue. Évidemment. Est-ce que le jeune en savait trop? Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il perdu la vie? Pourquoi a-t-il fallu qu'on dise aux gens, dites à la famille ce qui s'est passé pour qu'on fasse une communication? Il y a toutes ces questions que je me pose. Je pense qu'il faut y aller de façon claire. Pour une fois, la Guinée, il ne faut pas qu'on revienne dans ce qu'on a vécu de par le passé. La plaque tournante de la drogue dans la sous-région. Il ne faut pas qu'on retombe là-dedans. Et la meilleure chose à faire serait d'élucider cette affaire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de haut perchés qui sont, comment on appelle, qui sont là-dedans parce que... C'est l'occasion de les foutre hors de la nation. Il faut les amener en prison, ils ne méritent pas. Ils ont trouvé une piste, ils ont trempé dans l'histoire. Parce qu'ils ont voulu prendre un peu, dire que oui, on a trouvé de la drogue, mais en même temps cacher une certaine quantité. Ça veut dire que ce n'est pas clair. Qui est complice? Est-ce que c'est des gens haut perchés dans la police, notamment en parlant des bacs et tout? C'est des questions que je me pose. Il faut qu'on y voit clair. Le peuple a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Justement. Allez-y, mon cher Jacques Lewa. Vous savez, le trafic de drogue ne peut prospérer sans l'implication de la sécurité, donc de la police. Et bon, la police et la gendarmerie, en tout cas tous ceux qui sont censés lutter contre le phénomène. Mais comment comprendre cette cacophonie aujourd'hui? Madame Yora a dit cette sortie de Bafoué et de Fabou. Je veux dire, ça dit long quand même. C'était une communication. Je crois Bafoué cherchait à rassurer quand même l'opinion sur le déroulement de l'affaire au niveau de la commission rogatoire, en tant que premier responsable donc de la police de notre pays. Et puis Fabou, je crois, a voulu donner des précisions parce que il sent quelque part que les gens ont tendance à dire que tout s'est joué au niveau de la direction de la police judiciaire, et puisque c'est lui qui gère cette direction, donc on pourrait banalement aller à des conclusions comme quoi il serait impliqué dans cette affaire. Bon, il a voulu faire des précisions. Après, bon, on a senti que c'était une réponse à une hiérarchie, mais puisque ça n'a pas concrètement posé des problèmes entre les deux. Il était vraiment sur la défensive, parce que je regardais quand même un petit peu. Il est sur la défensive. Donc, il était très énervé. Je crois qu'on peut, pour l'instant, s'en tenir à ces déclarations. Maintenant, l'autre chose que moi j'aimerais dire, c'est sur la transparence qui doit accompagner, n'est-ce pas, cette enquête. Parce que pour le moment, ce que je sache, les informations qui filtrent, les informations que l'opinion a aujourd'hui sur cette affaire proviennent pratiquement des grandes gueules et de Moussa Moïse, en tout cas des journalistes qui s'approchent, n'est-ce pas, du dossier pour communiquer là-dessus. Il serait important qu'à l'origine, puisqu'on sait qu'à l'origine c'est le procureur Sidi Souleymane qui a évoqué cette affaire, mais qu'il ne quitte pas l'opinion, qu'il ne quitte pas l'écran. Ce n'est pas pour informer peut-être quotidiennement, mais au moins toutes les étapes. Alors ce soir, on va faire encore une communication. Toutes les étapes de la procédure doivent être comment on appelle ça, connues de l'opinion. Et c'est au procureur de venir à chaque fois devant l'opinion nationale pour indiquer à quel niveau nous sommes. Si on a procédé à une arrestation, qu'on puisse et dire à l'opinion, on a procédé à une arrestation. Je crois de cette façon, il y a la transparence qui accompagne le travail qui est fait, il y aura moins de soucis. Par exemple, pour cette arrestation, cette interpellation de ses proches de Kaba qui est en prison, si toutefois le procureur ne communique pas là-dessus,
on est en droit de nous poser des questions sur, et bien entendu, les raisons qui amèneraient des agents de sécurité à s'inviter dans le domicile privé de quelqu'un pour, n'est-ce pas, l'enlever. Je crois que le procureur doit pouvoir informer l'opinion sur la procédure. Allez-y, Ahmed. Je crois qu'il ne faut pas confondre les rôles de chacun. Les journalistes, comme Moussa Moïse, fait une enquête sublime, il nous informe. Le rôle de la police et le rôle de la justice, il n'est pas de nous informer, il est d'enquêter discrètement, que les informations ne sortent pas pour ne pas alerter les éventuels complices ou les éventuels coupables. Ça, c'est le rôle de la justice. Et je pense, alors à mon humble avis, que c'est une très bonne chose que Bafoué et Fabou aient communiqué là-dessus et fait des conférences de presse pour essayer d'expliquer ce qui se passe. C'est une très bonne chose. Après que la communication est ratée, ça c'est un autre pan du problème. Mais le fait qu'ils communiquent est déjà un signe qu'ils ont conscience qu'il faut que l'enquête avance et que l'opinion publique demande des comptes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, Moussa Moïse moi je suis avec lui le dossier depuis un moment, il fait une formidable enquête et Moussa Moïse est dans son rôle que celui de nous informer. Mais il ne faut pas tout confondre. Et je voudrais conclure par ceci. Dans ce genre d'affaires, et Ahmed, tu l'as dit, on parle de nébuleuses, on parle de pieuvres, on parle de mafia. Donc on débarque chez les gens à 4h du matin encagoulés. Moi je dirais même, j'aurais rajouté des bazookas parce que tellement ça peut faire peur. Cela étant, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des gens visiblement qui ont été enfermés à tort ou à raison, mais la procédure n'a pas été bien faite. On parle notamment, je crois que c'est pas Issa Kaba, c'est l'autre, Mamadi Kaba, qui aurait été cueilli chez lui au lieu que ce soit dans la cour où la drogue était. Donc ça, on est en droit de se poser des questions. Mais Moussa, moi je trouve que tu es dans ton rôle que de questionner. Ce n'est pas. Lorsque j'ai dit les informations ne proviennent que des grandes gueules, ce n'est pas que j'aimais, comment on appelle ça, j'ai quelque chose contre. Parce que, et bien entendu, chaque matin, nous participons quand même à parler de cette enquête ici. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, à côté du travail des journalistes, le procureur, pour la transparence qui doit accompagner la procédure, doit informer l'opinion. Non, mais alors moi, je le dis. Par exemple, la dernière fois, ça veut dire qu'il ne s'interdit pas de communiquer. La dernière fois, il a été amené à communiquer sur la mort d'Ala Massouma. Pourquoi ? C'est parce que les gens sont allés sur beaucoup d'explications autour de la mort du jeune Akaloum. Si le procureur était prompt, il aurait pu prendre le devant. Dès que le jeune est mort, il serait venu communiquer sur les circonstances qui ont entouré sa disparition. Mais il n'a pas communiqué, il attend que la presse en parle. Non, mais c'est logique. Mais ça devient une réponse. Non, mais c'est logique. Ça devient une réaction. Écoute-moi. C'est logique que le procureur attend effectivement que les informations sortent dans la presse pour réagir et ensuite communiquer. Non, mais attendez, une enquête comme ça. Non, mais attendez. Non, mais c'est ce qui se fait partout dans le monde. Une enquête comme ça. Laissez-moi juste finir. Alors, laissez-moi juste finir. Une enquête comme ça demande de la discrétion. On ne peut pas. Le message est passé à Ahmed. Non, je finis juste. On ne peut pas venir tous les jours déballer sur la place publique ce qui se passe à l'intérieur d'une enquête. Ce n'est pas possible. Voilà. Allez-y, mon cher Moussa, pour clore. Juste pour dire que au niveau, quand on fait un peu replay dans la lutte contre la cocaïne dans ce pays, vous savez, je pense que Tebro a essuyé des tirs dans ce pays par rapport à cette histoire de lutte contre la drogue. Il y a l'un des responsables de son, parce qu'il est ministre, secrétaire général, je pense, au niveau de son département, il y a l'un de ses responsables, non, je ne retiens pas le nom, mais qui s'occupe des renseignements économiques, financiers, narcotiques, donc qui est un peu à cheval sur l'enquête dont nous parlons là, qui, à un moment donné, toujours dans la lutte contre la cocaïne, qui a essuyé également des tirs à balles réelles et dont l'un des frères est même décédé suite à cette attaque. Donc, c'est pour vous dire que c'est une situation très très dangereuse dans ce pays. Et il faudrait, je suis d'accord avec un pas des propos d'Ahmed, il faudrait que le chef de l'État s'implique personnellement jusqu'à l'aboutissement. Mais attendez, qu'est-ce que tu fais du Premier ministre, mon cher ami? Non, ça c'est... Comment ça Non, ça c'est un sommet. On dépasse carrément le Premier ministre. Lui peut gérer notre administration et autres, mais ça c'est la cocaïne, ça c'est la coque. En Côte d'Ivoire, vous savez la dernière saisie. En dépit du décès de Ambak, qui ne fera plus son comeback, paix à son âme, mais en dépit de cela, il y a que Ouattara a donné feu vert à la 2A d'enquêter sur ce qui s'est passé là. Oui, c'est pourquoi je demande à ce qu'il puisse continuer à le faire. Il a tellement de trucs dans sa main.
il faut qu'il mette ses opposants en prison. Il faut qu'il empêche. Non, il y a des choses. Non, si, mais Ahmed, je t'en prie. Non, si l'histoire est assez grave, il faut. Tu es fébrile. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, je suis pas fébrile. Je dis juste qu'il faut arrêter de mettre Alpha Condé à toutes les sauces. Je pense. Attends. Je pense que le président de la République, c'est quand même le président de la République. Il est au fait. Laisse-moi finir. Il est au fait de ce genre de choses et je ne l'imagine pas une seule seconde faire entrave à la justice dans ce genre d'affaires. Non, arrêtez. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Il faut arrêter de comment dirais-je, de sanctifier. Moi, je vais vous désolé. Non, mais écoutez, Ahmed, je voudrais juste finir. Qu'on me donne 2 secondes. Je suis fatigué, moi, d'entendre Alpha Condé à toutes les sauces. Non, mais attendez. Laissez-moi finir, nom d'un chien. Non, mais sérieux, vous êtes fatigant. C'est ta propriété privée. Non, c'est pas ma propriété privée. Non, vous êtes fatigant. C'est tout. Allez, écoute, allez, continuez les grandes gueules chez vous. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Tous les matins sur Radio Espace, également sur Suite FM Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission à partir de 18h. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment sur nos antennes régionales. Merci à vous tous à l'international évidemment. On va continuer l'émission, mon cher Moussa. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Je veux juste rajouter avant que... Ahmed, il faut que tu arrêtes. Vous savez, Lamine, ce que je voulais dire, le jeune Kamisoko qui a été pris, dont j'ai parlé récemment, tantôt, il a été prouvé qu'il a commencé les formalités de visa pour la Turquie. De l'argent lui a été remis. C'est pas pour apprendre aux enquêteurs à enquêter, mais celui qui a pu lui remettre donc le montant avoisinant 10 000 €, il faudrait qu'on sache qui lui a remis cet argent pour quitter le pays. Parce que si c'est fait, ça permettra aux enquêteurs d'avoir toutes les ramifications autour de ce dossier-là. Oui. Voilà. Non, mais pour qu'il quitte le pays? Bien. Non, allez, Ahmed, on va évoluer. Hier, Antonio Soare était de retour. Le mot a été lâché. Il dit il y a des lâches, mon cher Ahmed Kamara. Effectivement, à travers ce qu'il a dit, non, moi je pense que c'est une personne quand même qui se contrôle, mais cette fois-ci, il s'est laissé aller. Voilà, il s'est laissé un peu aller. Mais ce qu'il a dit, c'est que ce qu'on lit à travers la presse, c'est que s'il n'a pas eu ce poste qu'il était allé chercher du côté du Maroc, je crois, c'est parce qu'il y a eu quand même des lobbies à l'interne, qui ont Super V, qui ont empêché un peu sa participation un peu à je sais pas si c'était une élection pour avoir un poste. Alors moi je pense on est tous guinéens. Quand il y a un Guinéen qui va chercher de la promotion ailleurs, si on ne peut pas l'accompagner, il faut le laisser. Alors c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens aujourd'hui qu'un Guinéen se retrouve dans les instances du football international afin d'aider ce football à l'interne. Mais quand on se combat de cette façon, alors moi je suis contre. Maintenant, en ce qui concerne l'élection au niveau de la Fédération guinéenne de football, moi, j'ai rien à dire. Moi, je pense que KPC est un Guinéen, Antonio est un Guinéen, tous veulent la promotion du football guinéen. Alors, que le meilleur gagne. Mais je demande de la lucidité auprès de ceux qui vont voter. Il faut pas voter pour voter. Il faut voter pour quelqu'un qui est capable d'apporter. S'ils pensent qu'Antonio a déjà tout donné, pourquoi pas voter pour KPC. Mais s'ils pensent qu'Antonio est capable de poursuivre le combat qu'il est en train de faire, pourquoi ne pas encore voter pour lui? Alors, pour ceux qui s'insultent sur la toile, moi je peux vous rassurer. En tout cas, ce qu'on voit ou ce qu'on sait, c'est qu'Antonio et KPC ne sont pas des ennemis. Ce sont des frères, si on peut le dire ainsi. Mais alors, vous qui vous insultez, je peux vous dire d'arrêter. Moi, j'ai écouté un acteur sur les réseaux sociaux qui disait que quand vous voyez, par exemple, sur la toile, des gens qui s'insultent, vous n'allez jamais voir, par exemple, des Rwandais, parce que ce sont des gens qui se respectent, tout ça. Il faut que les Guinéens arrêtent à un certain moment. Vous pouvez battre campagne pour quelqu'un sur la toile d'une manière ou d'une autre, mais insulter, dire ceci ou cela, je pense qu'il faut arrêter. Il faut faire dans le professionnalisme que le meilleur gagne, c'est tout. Justement, oui. Le respect. Allez-y, madame. C'est pour cela que la dernière fois, je demandais à ce qu'il y ait du fair play, parce que je pense que ce qui s'est passé, s'il dit qu'il y a des lâches, il y a des gens qui ont joué des coups à l'interne, certainement, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu, qui ont fait du lobbying pour ne pas qu'il accède à ce poste où il devait être élu au niveau de la CAF. Mais en même temps, c'est ce que je me dis, il ne faudrait pas qu'on fasse dans l'animosité.
un Guinéen à la tête de quelque part, qui occupe un poste à la Confédération africaine de football, c'est l'image de la Guinée. On parlera de la Guinée, nous rêvons de ça, il faudrait que l'on puisse y accéder. Il ne faudrait pas qu'on continue à se faire la guerre un peu partout jusqu'à un certain niveau, jusqu'à nuire à l'image du pays, jusqu'à faire en sorte que la Guinée puisse perdre à l'international, parce que quand il arrive là-bas, je suppose qu'il pourra certainement à la longue coacher d'autres personnes, ainsi de suite. C'est comme cela que le monde peut évoluer. Ailleurs, on fait du lobbying, on s'entraide pour que nous puissions avoir des représentants un peu partout dans le monde. Ouais. En tout cas, c'est notre objectif qu'il y ait quand même un Guinéen, pourquoi pas un jour à la tête de la CAF. C'est possible, mais il ne faudrait pas que, à cause de guerre d'égoïsme, de guerre d'égo, qu'on puisse se combattre jusqu'à un certain niveau, jusqu'à faire perdre le pays. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse attention. Oui, combattons-nous de façon légale, que ce sont quand même deux mastodontes aujourd'hui qui s'affrontent au niveau de la Fédération guinéenne de football. Qu'on fasse du fair play, qu'on vote de façon vraiment ouverte, qu'on ne fasse pas, comme on le disait tout à l'heure, on a vu des artistes sortir des chansons, s'insulter. Je pense qu'il faut faire attention quand même. Ouais. C'est juste une élection. Et non, après, il y a des artistes, il y a des artisans. Je pense plutôt que ce sont des artisans. Allez-y. Un artiste, lui, crée un artisan, il ne fait que, voilà. Allez-y. Qu'est-ce que les autres ont fait? Je pense que d'abord, un Guinéen au sein du bureau exécutif de la CAF, il y a beaucoup de faveurs que la Guinée peut en tirer, parce qu'on peut avoir la voix au chapitre. C'est bien ce qui nous manque souvent, que ce soit à ces niveaux ou ailleurs. À certains niveaux, nous sommes assez absents. Moi, je suis peiné quand même qu'il n'ait pas pu obtenir ce poste. Mais je crois, au-delà des informations qu'il peut avoir, parce que s'il a parlé de l'âge, peut-être qu'il a eu des informations assez précises, selon lesquelles il y a quelqu'un qui a fait un mauvais jeu en sa défaveur et qui serait donc guinéen. Mais sur le factuel, on sait déjà qu'il était mal préparé, parce que beaucoup, en tout cas l'opinion n'était pas... Il n'a pas fait campagne. Hein, voilà. Il n'a pas fait campagne et les gens n'étaient même pas sûrs que sa candidature allait être acceptée. Donc sa candidature était en difficulté. C'est à la veille de l'élection que le TAS a envoyé un document pour dire qu'il est désormais éligible. Ouais. Bon, à moins de 24 heures, je ne crois pas qu'on puisse bien entendu convaincre les autres à voter pour vous, surtout que ce n'était pas un poste où vous étiez le seul candidat. Il y a quelqu'un d'autre qui a eu tout le temps de battre campagne et de s'offrir, n'est-ce pas, des voix. Donc, je ne connais pas les informations qu'il a, mais pour le factuel, il avait peu de chances de gagner ce poste. Voilà, allez-y, mon cher. Comme quoi je connais bien nos concitoyens. Quand on a parlé la première fois du duel KPC ici et Antonio Souaré, j'ai dit que le sang allait couler. Le problème de notre pays, on en est toujours là. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, on n'a pas des communicants, on a des propagandistes qui s'insultent sur Internet, sur les réseaux sociaux, et puis qui sont là pour tirer le peu de pécule qu'ils peuvent, soit en allant voir KPC d'un côté ou Antonio Souaré de l'autre côté. Ils sont là que pour ça. Ils s'insultent, donc, et puis ils vont montrer les SMS qu'ils envoient. Ah, t'as vu, Et puis, cette élection, malheureusement, comme toutes les élections dans notre pays, va se faire sur les insultes personnelles, sur les personnes et jamais, je dis bien au grand jamais, sur les programmes et les projets. Voilà, c'est bien malheureusement. Dit. Ahmed Kourouma, allez-y, mon cher Moussa. Au niveau de la CAF, on a bien vu que cette fois-ci, il n'y a pas eu élection. La FIFA s'est impliquée, ils ont trouvé un arrangement, les candidats ont désisté, même le Sénégalais qui avait fait le déplacement à Conakry a retiré sa candidature. Et donc, du coup, ils ont mis un milliardaire sud-africain à la tête de cette Confédération africaine de football. Ça veut dire qu'il y a lieu quand même, ça c'est pour vraiment... pour le décideur du football, il y a lieu quand même de nettoyer un peu les instances du football. C'est pas normal que ça se fasse comme ça. En ce moment-là, il ne faudrait plus parler d'élection, il faut parler d'autres choses. Ça veut dire qu'il y a des arrangements qui sont possibles. Je pense que c'est peut-être un peu dans cette optique que le gouverneur s'était levé pour essayer d'arranger un compromis, de trouver un compromis entre KPC et Antonio Souaré. Par rapport à la défaite d'Antonio Souaré, je trouve que c'est pas sa défaite à lui, c'est la défaite de la Guinée. Parce que non seulement ils ont pu créer une sorte de nébuleuse autour de lui sur sa question d'éligibilité. Donc il fallait d'abord qu'il défende son honneur à ce niveau. Il a dit qu'il a identifié ses lâches, évidemment. Et donc, il a dit qu'ils sont restés 20 ans. En fait, il parlait évidemment de Super V. Ils en ont fait. Non, mais ils ont fait ce qui se fait en communication. Ils en ont fait un pestiféré, malheureusement.
une fois cela obtenu, vous l'avez de cet affront, ensuite vous candidatez pour je pense que dans les conditions normales, avec le même nombre de jours de temps pour se préparer par rapport au Libérien, je pense que le Libérien n'aurait pas pu le battre. Dans les conditions, en termes d'investissement pour le football dans son pays, pour tout ce qu'il fait, parce que c'est toute sa passion, je trouve que le Libérien n'aurait pas pu le battre. Ça, je le dis parce qu'il défendait le rouge, jaune, vert à cette élection-là. Voilà. Le combat peut se mêler, mais à l'international, je pense qu'il faut défendre, il faut se rallier derrière le couleur nationale. Voilà. Allez, Moussa Moïsi, là, MMS, allez-y, mon cher Daouda. Non, moi, je le dis souvent, j'ai dit en Guinée, on a un problème. C'est qu'on s'attarde plus sur ce qui n'est pas essentiel que sur l'essentiel. On a vu Antonio Soare, il était bien dans la course à l'international au niveau de la CAF, mais le problème interne au niveau de la FEGIFOOT, on a trouvé que les pressions étaient plus concentrées en Guinée. Comment vouloir aujourd'hui, coûte que coûte, ce soit quelqu'un, une seule personne qui soit le grand homme du football guinéen. Et pendant ce temps, du côté à l'international, du côté de la CAF, le travail, il n'était pas là pour permettre quand même aux messieurs de se faire une place. Est-ce qu'il faut s'en prendre à ses amis guinéens ou il faut s'en prendre au retard dans la préparation? Ce sont des questions qui se posent. Je ne crois pas que ce soit des Guinéens qui aient joué contre lui à l'international, mais plutôt le temps qu'il n'a pas eu, le temps nécessaire qu'il n'a pas eu pour faire sa campagne, parce que le travail, il était plutôt autour de... Oui, il est plutôt actuellement autour de la FEGIFOOT. Merci beaucoup. Allez. C'est la mafia aussi. Et s'il est reconnu que des Guinéens ont véritablement pesé dans la balance pour qu'il ne soit pas élu, moi je souhaite que ces Guinéens soient connus et que les Guinéens... Mais c'est pas caché, Ahmed. Non, pour l'instant je peux dire que c'est caché parce qu'on n'a pas les preuves. Voilà. Il faut qu'on ait les preuves. Si on a véritablement les preuves, mais moi je veux aussi que les Guinéens sanctionnent ce Guinéen qui est à la base. Merci beaucoup Ahmed Camara. Voilà, on se quitte. Une pensée évidemment à doyen Amadou Jules Diallo, 17 jours déjà, toujours en prison. La liberté d'expression menacée chez nous en Guinée. Mesdames et messieurs, merci à vous tous à l'international. On se quitte avec ce son évidemment de Alioune Seck, évidemment décédé hier du côté du Sénégal. Vous voyez donc le clip à la télévision à l'instant T. Alioune Seck, donc la voix d'or d'Oumbala s'est éteinte donc hier du côté de Dakar. Merci de votre fidélité. Dans un instant, c'est Daouda Mohamed Camara que vous allez retrouver évidemment sur Espace TV avec votre émission le Club de l'actu. Demain, on se donne rendez-vous pour d'autres numéros. Prenez soin de vous. Au revoir.